Si c'est trop fort, vous me le dites, je baisserai un peu le son. Sinon, vous m'entendez tous. C'est bon? Donc, bonjour à tous, merci de votre présence après ce congrès, là, ces académies, le dernier module, comme je disais tout à l'heure, avec beaucoup de conférences très intéressantes, beaucoup de choses à se mettre dans la tête, et puis beaucoup de questions ce soir quand vous allez repartir à la maison, avec tout ce que vous avez pu voir. Malgré le beau temps, vous êtes là, c'est quand même pour nous très, très intéressant. Donc merci à vous, merci d'être là. Donc je me présente, Maxime Vermilou, je viens de La Rochelle, je suis naturopathe, kinésiologue, et je vais vous donc présenter sous la demande du syndicat de la kinésiologie, justement pour être présent à cette académie. Je vais vous présenter un peu la notion d'épigénétique. Je pense que tout le monde connaît maintenant plus ou moins ce terme, même si je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je vais essayer d'être clair pour vous expliquer ce qu'est l'épigénétique. Et la kinésiologie, bon là aussi c'est un terme qui commence à être vulgarisé, vous commencez plus ou moins à savoir ce qu'est la kinésiologie, mais là aussi, essayer de reclarifier la kinésiologie, ce qu'est la kinésiologie, et ce pont entre la kinésiologie et l'épigénétique, quel est le rapport entre les deux. Donc je vais avoir à peu près 3/4 d'heure d'intervention, et puis on aura un quart d'heure pour les questions éventuelles, si je peux répondre. Bien, donc épigénétique et kinésiologie. Le mot épigénèse, vous voyez, remonte déjà depuis longtemps, puisque c'était au temps d'Aristote, mais le mot épigénétique, et j'en reviendrai après, revient au biologiste Conrad Wellington. Au départ, c'est pas aujourd'hui, cette recherche de comment nous sommes là, comment nous sommes créés, puisqu'au départ, il y a eu la recherche au niveau de la génétique, et donc déjà Aristote, il avait essayé de comprendre ce qu'était la génétique, comment on venait. Il croyait qu'on était des petits bouts qui se rassemblaient plus ou moins à cause de papa chez maman, il ne savait pas trop, bref. Donc c'était un peu l'empirisme. Et puis un peu plus tard, il y a eu William Harvey qui, lui, ne comprenait pas ce qui se passait. Il a fait des recherches sur les cerfs et sur des œufs aussi. Et il a commencé à comprendre un petit peu que ce n'était pas vraiment l'idée d'Aristote, qu'on n'était pas des petits bouts qui se réassemblaient, mais qu'on était déjà dans une certaine matière. Et petit à petit, évidemment, il y a toujours des recherches. Et on a Gregor Mendel, un Autrichien, un prêtre, un moine, qui lui cultivait son jardin et il a été surpris des différences de culture au niveau des petits pois. Il ne comprenait pas parce qu'il semait toujours des petits pois et puis il y avait des petits pois qui étaient plus gros que les autres. Enfin bon, et c'est lui qui a commencé à faire une sorte de sélection au niveau des cultures et qu'il a commencé à créer, si on peut dire, à découvrir qu'en fonction de certains plants, il pouvait garder une caractéristique au niveau des petits pois, ou alors c'était complètement anarchique. Donc il y a déjà là une première idée de sélection, si on peut dire, au niveau de la génétique. Et August Weismann, qui lui continue toujours à étudier ça, et lui, il a, comment dirais-je, il a commencé à chercher un peu plus, et c'est à partir de là que l'idée de l'embryon, de la génétique et autres, que ça a commencé vraiment à se solidifier, si je puis dire, vraiment à se concrétiser. Et on a un peu plus tard Hans Piemann qui lui gardait l'idée d'August Weismann. Lui disait non, on vient certainement d'une idée d'un embryon, d'un œuf quelque part, et il a eu l'idée de prendre un œuf de salamandre, un peu genre de bête qui vit dans l'eau, genre triton, salamandre, et avec le cheveu de son bébé, il a coupé l'œuf de la salamandre en deux, et à partir de là, il a eu 2 salamandres. Donc c'était au départ, je dirais, le clonage à l'époque, en étant en 1941, enfin, dans les années 40. Et donc de là est née déjà l'idée de la génétique. Et plus tard, donc on a Conrad Wellington qui a continué à rechercher, et je vous expliquerai pourquoi il a défini cette notion d'épigénétique. Et c'est lui qui inventa ce mot.
Et il concevait ce développement de l'hérédité en termes de dialogue entre l'information génétique et l'environnement. C'est lui qui a défini, si je puis dire, qu'il y a la génétique, certes, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Hein. Alors, au début, c'est un peu l'explication. Hein, on est un peu, il y a eu des salons sur la médecine chinoise, hein, donc ça va être un peu du chinois parfois. Mais vous inquiétez pas, ça va s'éclaircir par la suite. Bien, si je vais trop vite, vous me le dites aussi. Donc, la définition de cette notion d'épigénétique de Coran Wellington, c'est une branche de la biologie étudiant les implications entre les systèmes gènes associés à l'environnement et leurs produits donnant naissance au phénotype de l'individu. Bon. Après 3 jours de conférence, une phrase comme ça, déjà, c'est pas évident. Donc, on va essayer d'éclaircir un peu cette notion de définition. Et l'épigénétique, dans la définition récente, c'est l'ensemble des modifications de l'expression des gènes, transmissibles d'une génération à l'autre, réversibles et sans interaction des séquences nucléotidiques. Là, c'est déjà un peu plus clair. Hein, enfin, pour moi. Peut-être pas pour vous. Mais vous allez comprendre par la suite. Alors. Excusez-moi. Oui. Il y a moyen d'éteindre parce que ça fait briller l'écran. Ah. Merci. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Alors, l'étymologie d'épigénétique, épi c'est au-dessus. Hein, quand un épi de blé, si vous voulez épi, c'est parce que c'est au-dessus de la culture, si je puis dire, épigénétique, épi et des génétiques. Donc, c'est la discipline de la biologie qui étudie les mécanismes moléculaires qui modulent l'expression du patrimoine génétique en fonction du contexte. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire, cette notion de génétique et au-dessus de la génétique? Alors que la génétique correspond à l'étude des gènes, l'épigénétique s'intéresse à une couche d'informations complémentaires qui va définir comment ces gènes vont être utilisés par les cellules ou pas. Et donc c'est un concept qui démontre en partie la fatalité des gènes. C'est-à-dire que la génétique, ok, mais derrière ça, c'est pas simplement du copier-coller. Il va y avoir des tas d'informations qui vont changer cette notion de, je dirais, de photocopie qui ne s'arrête jamais. C'est donc l'épigénétique, c'est l'étude des changements d'activité des gènes et donc de caractère qui sont transmis de division cellulaire en division cellulaire au niveau des générations sans faire appel au niveau de l'ADN. Hein. Je vais être plus clair là, vous allez voir. Voilà. Si vous prenez les larves d'abeilles, par exemple, bon, les larves d'abeilles, c'est une larve d'abeille. Mais en fonction du contexte, elle deviendra ou une reine ou une ouvrière. Et c'est uniquement en fonction dont elle va être nourrie. Comme l'œuf d'une tortue, ben, c'est toujours un œuf, mais en fonction de la température, ben, on aura soit une tortue mâle, soit une tortue femelle. Ce sera en fonction de la température. C'est toujours le même code génétique, ça ne change rien, mais ce sont les facteurs environnementaux qui changent les donnes de l'ADN, les donnes du code ADN. Et donc, c'est à partir de là que le code ADN va donner une expression plutôt qu'une autre. Et qu'est-ce qui fait qu'une larve d'abeille, autrement dit, l'épigénétique gouverne la façon dont le génotype, le gène, est utilisé pour créer un phénotype. Comment une larve d'abeille peut être soit nourrie à la gelée royale, soit à la bouillie larvaire? Tout simplement. C'est une question de forme de l'alvéole. C'est-à-dire que vous avez la semeuse qui arrive, qui jette les œufs, les larves, et en fonction où elles tombent, ben c'est le jackpot ou rien du tout. Hein, si on peut dire. Donc, vous voyez, les cellules normales hexagonales qu'on a ici, si là il y a une larve, eh ben ça sera une ouvrière. Alors qu'ici, dans une cellule qui est bien circulaire, eh ben ça sera une reine. C'est vraiment un coup de bol, quoi. C'est vraiment ça qui va changer entre l'abeille classique ou la reine. Et le code ADN, il est pareil pour tout le monde, pour toutes les abeilles. Les mêmes choses. Hein. Voilà. Même chose pour la tortue, hein, comme je disais tout à l'heure. C'est mâle, femelle en fonction de la température
et donc la détermination du sexe, l'utilisation des gènes codants, soit pour l'un, soit pour l'autre, dépend donc d'un phénomène épigénétique. Voilà. Est-ce que ça commence à s'éclaircir un petit peu? Il y a le code ADN et il y a le reste. Alors, autre exemple, que peut-être vous connaissez, si vous êtes déjà intéressé à l'épigénétique, vous avez l'exemple agouti. Agouti, c'est une petite souris et qui a été utilisée pour comprendre comment ces marques épigénétiques se transmettent de parent à enfant. Et ces expériences sur l'exemple agouti, c'est uniquement un problème de couleur de pelage. Et comprendre, donc les scientifiques, les chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi dans cet exemple d'agouti, il y a soit une couleur typiquement agouti brun chiné, et d'autres, une couleur plutôt jaune. Mais la particularité de cette dernière, c'est qu'elle est susceptible à l'obésité, au diabète et au cancer. Là aussi, c'est le pas de chance. Le responsable. Ce n'est pas une mutation génétique, mais c'est l'état d'une petite méthylation, c'est-à-dire qu'une méthylation, c'est en fonction le code s'il est exprimé ou pas. L'état de méthylation d'une petite séquence qui est à proximité de gènes responsables de la couleur. Si jamais l'état méthylé, le gène agouti est réprimé, et donc la couleur sera brune, normale, alors que malheureusement, si c'est l'état déméthylé, c'est-à-dire que le gène à ce moment-là ne peut plus être le gène agouti ni l'autre, eh bien, il va être actif et le gène poussera de couleur jaune. Donc, au niveau des petits, voilà ce que ça donne. Eh oui, pas de chance. Pas de chance pour la blonde. Bon, pardon, un peu de sérieux. Donc vous voyez quand même, même code génétique, même portée, il y en a une où malheureusement le gène agouti, il a été déméthylé. Et à partir de là, pelage jaune, obèse, cancer, diabète. Alors que l'autre, c'est le normal, l'agouti normal. Et le code ADN, il n'a toujours pas changé. Il n'a toujours pas changé. Ça va, c'est clair un peu? Bon. Alors, on a autre chose, et c'est là où c'est intéressant, je reviendrai sur cette étude qui a été faite par Andrew File et Craig Mello, qui ont eu quand même le prix Nobel par rapport à un ver qui s'appelle Cranioabditis elegans, si je ne me trompe pas, à qui l'attirance pour une odeur acquise par l'expérience peut être transmise sur 3 générations. Mais peut être jusqu'à 40 si cette caractéristique est maintenue, si vous voulez, elle est acquise et renforcée. Ce qui veut dire que l'épigénétique est associée à des modifications de longévité transmises de génération à génération. Et ça, je reviendrai tout à l'heure sur cette idée que s'il y a quelque chose qui se passe, et si on entretient quelque part l'information, eh bien, ça se transmettra de génération en génération. Alors que le code ADN, lui, ne changera jamais. C'est juste l'information qui est transmise. Alors, pour comprendre un peu mieux la notion d'épigénétique et cette notion de code au niveau d'ADN et puis ce qu'il y a autour du code, si on prend une notion de symphonie, une partition, si je prends une partition par exemple, voilà. Ici, je vais avoir par exemple, si vous avez déjà eu une note, des partitions musicales, vous avez les notes de musique, ça monte, ça descend et l'autre. Imaginez que vous ayez une partition musicale, où c'est linéaire. C'est noir, 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 noir. Le musicien, et surtout le chef d'orchestre, il aura quand même du mal à donner le rythme, la cadence, je dirais la notion de tonalité au niveau de la musique. Alors que par contre, avec l'épigénétique, c'est ce qui va donner justement cette notion d'altération de rythme. Au lieu que ce soit noir, 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 ce sera comme Johnny, noir c'est noir. Vous voyez, c'est tout de suite, ça change un peu. Bon, je ne ferai pas ça quand même. Donc, chaque cellule interprète à sa façon la partition génétique qu'elle possède, et des cellules différentes jouent des symphonies différentes. C'est-à-dire que chacun, en fonction de ce qui se passe dans l'environnement de la cellule,
va prendre l'information, exprimer ou pas exprimer les gènes en fonction de ce qui se passe. Et on peut prendre un autre exemple, l'exemple d'un livre. Et ça, c'est un peu plus parlant. C'est toujours des exemples pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. On peut comparer la distinction entre la génétique et l'épigénétique à la différence entre l'écriture d'un livre et sa lecture. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le livre est écrit. J'écris un livre, vous prenez un livre, n'importe lequel, je vous le donne. C'est le même livre pour tout le monde, mais en fonction de votre sensibilité, en fonction de votre état émotionnel, en fonction de l'histoire, vous n'aurez pas du tout la même interprétation du livre. Vous aurez, pour certains ça ne touchera pas, pour d'autres ça sera beaucoup plus sensible ou autre. Je vois moi je suis à La Rochelle, mais je suis du Nord, à Vrachty. Quand on m'a parlé du film Bienvenue chez les Ch'tis, ça a fait beaucoup rire beaucoup de monde. Moi ça m'a attristé, quoi. Ça m'a attristé parce que c'est pas vraiment le Nord que j'ai vu là. Hein, c'est pas ça du tout, vous voyez, pourtant c'est toujours le même film. Voilà. Et donc, c'est cette notion-là de... C'est toujours le même code, c'est toujours le même livre, selon ce que vous allez lire, comment vous allez l'interpréter, eh bien, si on en parle après, ça ne sera pas du tout la même chose. D'accord? Bien. Donc, d'une manière très comparable, l'épigénétique permettrait plusieurs lectures d'une matrice fixe, le livre, ou le code génétique, donnant lieu à des diverses interprétations selon les conditions dans lesquelles on interroge cette matrice. Ça va? C'est pas trop compliqué? Tout le monde suit? Bon. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Oui, ça va pour tout le monde? Des choses que vous connaissiez plus ou moins? Non? Oh, voilà, c'est bien. Comment? Moins que plus. Moins que plus. Ah ben, ça rassure. Bien. Alors, au mécanisme de transmission de la base de données génétiques s'ajoute le fait de piocher dans cette base rigide, et c'est la somme des deux qui permet de comprendre l'utilisation qui en est faite. Donc, si on peut conclure sur tout ça, l'expression de l'héritage génétique dépend d'un héritage épigénétique. Là, c'est des choses que c'est pas si vieux. Des études ont montré que les enfants de femmes enceintes durant les événements du 11 septembre 2001, c'est pas très vieux, tout le monde, vous avez tous vécu ce qui s'est passé à l'époque, possédaient un taux de cortisol plus élevé. Donc vous voyez déjà là ce qui s'est passé aux États-Unis avec le World Center. On a déjà donc des enfants qui ont été sous l'influence de ce qu'a vécu leur maman à ce moment-là. Et donc on a bien à ce moment-là des expressions épigénétiques liées à l'événement. Autre chose. L'Holocauste se transmettait de génération, transmettait génétiquement. Je vais faire une petite parenthèse là, parce qu'en kinésiologie c'est ce qui se trouve, mais dans d'autres techniques, hein, je ne sais pas si vous êtes thérapeute ou pas, mais vous voyez l'Holocauste, vous voyez ce que c'est. Si on reprend l'époque, 39-45, vous avez des jeunes enfants, vous avez des gens qui sont nés pendant cette période, vous avez des jeunes ados, qui sont, eux, déjà sous l'emprise donc, des événements de la guerre, puis certes de 39-45, mais dont les parents, et même certains ont déjà ont vécu, entre guillemets, la guerre de 14-18. C'était 30 ans avant. Donc, une partie, je dirais, génétique, à ce moment-là, de 14-18, réactivée 39-45. Après 39-45, qu'est-ce qu'on a dit? Plus jamais ça. Est-ce que je commence ça ou pas? Plus jamais ça. Mais regardez ce qui s'est passé depuis. Entre l'Indochine, l'Algérie, l'Afrique, le Vietnam, la Tchécoslovaquie, j'en passe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Prenez les jeunes. Comment? Ah oui. Et on a un pays qui, parfois, alors, à La Rochelle, ça va, je pense qu'ici, ça va, mais quand vous allez dans les grands centres, vous avez l'impression d'avoir un pays qui est occupé.
pour nous protéger. Vous avez l'armée qui est là, en vigipirate et tout, qui nous envoie cet état, entre guillemets, de guerre. Et en plus, on est dans une notion, quoi, de religion, raciale, et en même temps de suspicion de qu'est-ce qui va se passer demain, comment ça va, est-ce que je peux prendre un train tranquillement, est-ce que je peux prendre le métro tranquille, est-ce que je peux boire un coup tranquille. Eh bien, vous avez des jeunes actuellement qui sont dans un schéma émotionnel qu'on ne comprend pas toujours, mais qui peut s'expliquer par ça. Parce que des choses comme ça qui se réactivent pour X raisons que ce soit. Alors je ne veux pas dire qu'ils sont tous comme ça, hein, heureusement. Mais parfois, on a des problématiques, des personnes qui réagissent, on va dire des pathos, hein, des pathologies, c'est-à-dire des symptômes qu'on n'arrive pas à définir, mais qui sont simplement des réactivations de choses que les parents, grands-parents ou autres ont vécues. D'accord ? Il faut savoir que, mais je reviendrai ça, par rapport à ça, si on prend la notion de transmission génétique, hein, souvent c'est 3 générations. On va dire 3 comme ça. Pourquoi 3 générations? Si vous connaissez un petit peu, mais je reviendrai aussi sur cette notion d'éléments, 3 générations, vous avez quelque chose qui est vécu. Hein, donc les parents vivent quelque chose. Ils vont le vivre bien sûr de façon émotionnelle, mais ils vont aussi le vivre de façon mentale. Là, il se passe, par exemple, un enfant meurt noyé. Bien. Les enfants, donc, qui sont issus, là, déjà, vivent ça aussi. Ils ont perdu peut-être un frère, une sœur, quelqu'un. Ils le vivent aussi mental, mais aussi surtout émotionnel. Les enfants qui naissent de ces personnes-là, donc les petits-enfants, on est à la 3e génération. Donc là, on est mental, on est émotionnel, on va être dans un niveau de mémoire énergétique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'information vécue, c'est juste une sorte de dose homéopathique énergétique. Et déjà, ils sont dans un schéma, au niveau de l'eau, il peut y avoir des réactions. Et après, quand on arrive à la 4e ou 3e, selon comment on peut compter, nous ne sommes que l'expression physique de ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que la personne ici, l'enfant, peut avoir une phobie de l'eau sans avoir été confronté à un problème de l'eau. Et on ne comprend pas. L'enfant, ben, il n'a pas eu de problème, il n'y a jamais eu de piscine à la maison, il n'y a jamais eu rien. Il y a cette phobie de l'eau. D'accord? Donc ça aussi, c'est des transmissions génétiques qu'on oublie, mais qui sont là. Et donc par rapport à cette mémoire traumatique de l'Holocauste, eh bien, c'est la première démonstration de transmission d'un traumatisme parental à son enfant associé à des changements épigénétiques. Le code génétique est toujours pareil, mais c'est tout ce qui s'est passé autour qui a créé pour l'enfant un changement fondamental au niveau des expressions cellulaires. Autre étude, le comportement et psychisme. Depuis 2010, c'est proche, hein, il y a 6 ans, 7 ans même, des études lient des états mentaux et comportementaux à l'épigénétique par différents biais. Donc, l'épigénétique a un impact sur les neurones via une stabilisation de leur connexion synaptique qui aurait un rôle sur la mémoire à long terme. Un stress infantile produit une sensibilité au stress à l'âge adulte par son effet sur la méthylation de l'ADN des récepteurs glucocorticoïdes. Donc, un enfant, et on va le voir d'ailleurs ici, voilà, une dépression adulte, pas toutes les dépressions bien évidemment, hein, mais certaines dépressions peut arriver suite à une maltraitance quotidienne de 30 minutes. Donc là, l'essai a été fait sur une souris. Mais ça va avoir une marque épigénétique sur les côtés neurotrophiques dérivés du cerveau. C'est-à-dire que quelque part, un enfant qui va être maltraité régulièrement, de façon constante, et bien plus tard, ça y est, c'est marqué au niveau de ses traces ADN, si vous voulez. Mais on verra qu'il y a d'autres choses beaucoup plus graves. Oula! Voilà, on était là. Je pousse rapide. Bien. Est-ce que vous commencez un peu à comprendre
ce qui peut intervenir sur cette notion d'épigénétique, qu'est-ce qui se passe derrière, hein. Alors, petite phrase de notre ami Hippocrate, nous sommes ce que nous mangeons. Bon, ça c'est connu. Et on a eu hier, pour ceux qui ont assisté à la conférence, Michel Oudoul, qui m'a fait un pont extraordinaire. Hein. Il m'approche, je dis c'est super, ce qu'il parle, là, au niveau épigénétique, c'est tout pile poil. Hein. Parce qu'effectivement, pour ceux qui étaient là hier, c'est quand même bon. C'est vrai qu'il a un peu plombé l'ambiance. Hein. Ça, c'est clair. Oh, il était brillant, brillant. Non, mais je veux dire, il n'a pas plombé, mais enfin, la façon dont c'est amené, c'est vrai que... Mais c'est de la réalité. Malheureusement, c'est de la réalité. Voilà. Et alors, c'est une étude, voilà, qui vous allez comprendre un peu. C'est la plante aussi absorbe ce qu'elle mange, évidemment, et ses fruits sont ce que la plante a absorbé. On a un parallélisme étonnant entre la progression des maladies de dégénérescence des plantes, mais aussi celle de l'homme. Cancer, cardiovasculaire, Alzheimer, Parkinson. Et aussi, vous allez voir qu'au niveau de la plante, alors quand je dis plante, c'est plutôt arbre fruitier, pour comprendre mieux ce qui se passe. Même les vignes. Il y a une difficulté, par exemple, pour certaines cultures des vergers ou autres, soit à ce qu'il y ait des fruits sur l'arbre, soit ça tombe avant la maturation ou tout de suite, soit ça ne mûrit pas. Bref, il y a un problème de maturation et de fruits. Et regardez au niveau de l'homme, enfin des jeunes femmes, des jeunes couples, alors finalement, ça a pris un peu de retard par rapport à avant, où à 20 ans on avait déjà enfants, maintenant c'est plutôt aux alentours de 30 ans. Mais la difficulté à avoir des enfants, les prématurés qui sont de plus en plus nombreux, mais aussi parfois beaucoup de pertes. Et on a une sorte de similitude entre ce qui se passe au niveau de la démographie qu'on retrouve au niveau des arbres fruitiers. Et tout ça, c'est quelque part un effondrement de la vérité. Pardon ? La vitalité. Oui, j'ai dit la vérité. Voilà. Un effondrement de la vitalité. Donc, on a ces maladies dites orphelines, on dit génétiques, parce qu'elles apparaissent à la naissance, et donc c'est ce que j'expliquais aussi par rapport à les problèmes de reproduction. C'est dû à quoi ? Tout simplement parce que la plante n'absorbe plus le cuivre ni le calcium. On a cette notion, et même en bio, hein, vous avez cet engrais-là, il ne faut pas croire. Hein. Au niveau de la fertilisation chimique, qui s'est multipliée, qui s'est développée, notamment un peu avant-guerre et surtout après-guerre, il y a une utilisation énorme en azote, phosphate, potasse, qu'on appelle le NPK. Le problème de ces trois éléments, c'est que dans la terre, et la plante aussi, il y a des antagonistes liés à ces trois éléments-là, naturels. Mais comme c'est un engrais soluble et mis en forte quantité, la plante absorbe ces trois produits et les antagonistes cuivre, calcium, magnésium ne peuvent plus faire leur boulot. Et ce qui fait que la plante se retrouve à ce moment-là en carence de ces trois éléments-là. Voilà. Donc, on a maintenant des générations qui sont en carence de cuivre, de calcium ou de magnésium. Et ça, évidemment, c'est perduré, c'est quelque chose qui date depuis longtemps. Donc nous-mêmes, parfois, on se dit, je ne comprends pas, je vais vous prendre du calcium, je vais vous faire ci, je vais vous faire là. Eh bien, il y a une carence énorme. Évidemment, c'est quand même trois éléments, hein. Quand vous prenez le cuivre, ne serait-ce que par rapport à côté infectieux, que peut être le cuivre, hein, s'il y a des naturopathes dans la salle, parce que c'est un peu, le calcium, j'en parle pas, et le magnésium, pareil. Hein. Et automatiquement, nous sommes dans ces carences, et vous voyez ce que ça peut donner. Et à la place de ça, qu'est-ce qu'on prend ? Eh bien, c'est ces produits azotés. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cuivre, calcium, magnésium, on a le NPK à la place. Alors, bien sûr, c'est de l'engrais. Alors, bon, je ne sais pas ce que ça nous fait, si ça nous fait grandir ou autre, hein, ça c'est pas sûr. Mais vous voyez déjà ça. Et ça date depuis pratiquement un siècle. Donc, petit à petit, alors, quand vous regardez un petit peu l'évolution de la chimie, il y a eu Pasteur avec les vaccins, et tout de suite après, les laboratoires en ont bien profité, et on a eu donc une médecine chimique. Et au fur et à mesure qu'on a eu une médecine chimique,
L'agroalimentaire a suivi, évidemment, c'était le côté financier, c'était intéressant.